Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire consacré à la transformation sans précédent que nous connaissons, l'autonomie pédagogique, accompagner et faire progresser les étudiants. C'est un webinaire consacré à ce thème essentiel aujourd'hui avec la crise que nous avons connue et la transformation brutale que les établissements eux-mêmes ont connue. Alors, l'autonomie s'est accélérée, ça c'est un diagnostic sur lequel on peut tous être d'accord. Du coup, dans un environnement totalement bouleversé, le besoin d'accompagnement des étudiants dans leur apprentissage quotidien n'a jamais été aussi important. Alors, comment assurer un suivi adapté, comment mesurer la progression, comment assurer la révision, la préparation des examens, comment garantir la consolidation des acquis? Des nouveaux outils sont à la disposition de tous les étudiants, de tous les enseignants, de tous les établissements. Et d'ailleurs, dans la filière EdTech, beaucoup d'outils ont émergé de manière spectaculaire et rapide. Ce sont autant de sujets que nous allons aborder au cours de cette session, de ce webinaire Campus Matin, avec notre partenaire, je les salue, WooFlash et la plateforme web WooClap. Alors, WooFlash, en deux mots, l'enseignant peut mesurer les acquis de ses élèves et anticiper ses cours en revenant sur les notions incomprises. Voilà, je l'ai dit. À ce sujet, je vais vous présenter nos invités. Héloïse Capet, qui est en mission chez PSL, mais qui, il y a encore quelques semaines, était directrice, et toujours d'ailleurs, directrice adjointe innovation et transformation pédagogique à l'Université de Paris-Dauphine. Bonjour Héloïse. Bonjour Gilbert. Bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour, nous avons également à vos côtés Caroline Neil, ingénieure pédagogique, membre de la cellule TIF et Excelia Lab, c'est ça, la grande école de commerce. Elle a beaucoup de chance, Caroline, elle est à La Rochelle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci Gilbert. Et Pablo Ortega de Ballon, professeur de médecine à l'Université de Bourgogne, qui évidemment porte une blouse blanche, comme tous les professeurs de médecine, n'est-ce pas? Et bien entendu, Arlène Botocro, qui est compte manager chez WooFlash, notre partenaire sur ce webinaire. D'ailleurs, Arlène, si vous me permettez, je vais vous passer la parole tout de suite. Dressez-nous une rapide photographie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que les établissements sont engagés de manière significative dans une transformation avec des nouveaux outils, de nouvelles pratiques, et de quelle manière avec votre regard un peu transversal? Oui, effectivement, donc j'ai la chance de pouvoir échanger de manière quotidienne avec des personnes qui travaillent dans ces questions d'innovation, de transformation numérique et pédagogique dans l'enseignement supérieur. Nous, ce qu'on voit vraiment, c'est que la crise du Covid a joué un rôle d'accélérateur. Mais je dis bien un rôle d'accélérateur parce qu'au fond, tous les éléments et les changements qui ont été révélés ces derniers mois ne sont pas forcément fondamentalement nouveaux. Par contre, ce qu'on voit, c'est effectivement, donc d'une part, une adoption massive d'outils qui n'était pas encore la norme il y a un an. Par exemple, on a vu des établissements de plus petite taille, par exemple, adopter des Learning Management Systems. Il y a toute la réflexion également qui s'est mise en place autour des logiciels, autour des examens, donc avec des philosophies variées. Il y a eu pas mal de débats, notamment l'année dernière, sur ces sujets-là. Et puis, évidemment, la crise qui a fait la part belle plutôt aux outils de visioconférence. Au-delà des outils numériques à proprement parler, nous, ce qu'on voit vraiment, c'est un retour au premier plan de considération d'ordre plus pédagogique, une fois de plus, sur des bases qui sont parfois plus anciennes. Les pédagogies actives, c'est pas du tout nouveau. Mais effectivement, dans un enseignement supérieur français dans lequel de nombreux enseignants n'ont pas forcément des formations à la pédagogie, on a vu ces questions-là pédagogiques revenir avec énormément de recrutement dans les équipes d'ingénierie pédagogique, notamment ces derniers mois, chez nos partenaires. Une question des enseignants qui se sont retrouvés face à des murs de caméras éteintes et qui se sont demandé comment je fais en fait pour aider mes étudiants à mieux apprendre. Et puis plus récemment, depuis quelques mois, mais au final, c'est arrivé un peu plus tard, vraiment ce discours et cette préoccupation de l'état, de la prise en compte des étudiants, en fait, où ils en sont aujourd'hui, comment on fait pour les accompagner en termes de tutorat, comment on développe des dispositifs de pair à pair, et comment on fait pour qu'en termes de santé mentale, ça suive. Donc, l'idée, c'est comment on fait pour avoir des étudiants qui soient autonomes, mais pas livrés à eux-mêmes. Et c'est vraiment faire la distinction. Bien, merci pour cette big picture, comme on dit, et cette photographie. Mesdames, messieurs, qu'est-ce qui a changé depuis un an, selon vous? Héloïse, quand on préparait, vous me disiez, un bon contenu, au fond, ça ne suffit plus. Ça veut dire que ça suffisait peut-être avant, mais aujourd'hui, définitivement, tout cela a un peu explosé. Oui,
tout à fait. Je crois qu'on peut dire qu'on n'a jamais autant pris au sérieux les conditions d'apprentissage de l'apprenant. En fait, jamais on a autant questionné, jamais on s'est autant interrogé sur ce que veut dire apprendre au final. Désormais, on est tous convaincus qu'un bon contenu de cours ne suffit plus pour que l'étudiant puisse apprendre quelque chose. Avant, l'enseignant faisait son cours, les étudiants étaient là, ils écoutaient, mais qu'est-ce qu'ils retenaient véritablement du cours ? Bon, c'était pas le sujet de préoccupation principal. Et puis, de toute façon, comme les examens avaient lieu à la fin d'un trimestre ou l'évaluation n'avait lieu que quelques semaines après, c'était pas une question finalement fondamentale. Mais aujourd'hui, que le cours soit en présence ou à distance, en synchrone ou asynchrone, c'est-à-dire avec des dispositifs distanciels et décalés dans le temps, qu'une partie des étudiants soit aussi en présence et l'autre à distance. On a développé ce qu'on a appelé le comodal. Moi, j'ai envie de dire qu'on fera plus jamais cours comme avant, de manière magistrale. Ça, c'est vraiment ce qui a changé. Et désormais, l'enseignant ne délivre plus un contenu, un programme, des chapitres de cours, mais il se met à la place de l'apprenant en se demandant fondamentalement comment organiser son cours pour que l'apprenant soit capable de mobiliser des connaissances et pour effectuer des tâches précises. L'enseignant, du coup, désormais conçoit des parcours d'apprentissage durant lesquels les apprenants vont vivre des expériences d'apprentissage à travers les activités que l'enseignant va proposer et des interactions sociales spécifiques qui vont lui permettre d'apprendre quelque chose et de se développer au sein de… Héloïse, et là, vous illustrez ce qui est important, c'est que vous étiez sur Dauphine et le passage à l'échelle avec PSL démontre que maintenant, on est passé à une massification de ce principe que vous abordez, que vous développez. Tout à fait. Dans quelle mesure? Alors, c'est très récent, hein, votre mission chez PSL. Ça veut dire que c'est conséquent parce que PSL, ça regroupe quand même beaucoup d'établissements aujourd'hui. Et ça veut dire que le passage à l'échelle demande une vraie conduite du changement massive, en fait. Oui, tout à fait. C'est aussi une prise de conscience. Alors, c'est vrai que il y a un an, on a été un petit peu lancé dans le vif du sujet sans avoir pu anticiper. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les établissements s'organisent et qu'en effet, Arlène a évoqué des recrutements. Dans le cadre de PSL, on est effectivement dans une opération de mutualisation, c'est-à-dire qu'on regroupe les équipes parce que certains établissements comme l'École des Mines et Paris-Dauphine sont dotés d'équipes assez conséquentes. Et par ailleurs, d'autres établissements comme le Normal Sup ou le PHE ou l'École des Chartes n'ont pas du tout d'équipe, n'ont pas du tout d'ingénieurs pédagogiques. Donc, l'intérêt de faire partie d'une commu, c'est aussi de pouvoir mutualiser et mettre les ressources dont on dispose à disposition des autres établissements. Allez, on va continuer notre premier tour de table, si vous êtes d'accord. Pablo Ortega, ne plus diffuser un message simple pour reboucler avec ce que disait Héloïse, mais en plus garder le lien, ça exige une nouvelle conception, là, selon vous. Oui, je pense que la crise a fait que le garder le lien entre l'enseignant et l'étudiant ou l'apprenant est plus important. D'une part, parce que la crise a eu, je pense, 3 effets. Un, c'est que les messages sont plus noyés dans la masse, c'est-à-dire que l'étudiant passe des heures devant son ordinateur où se succèdent des cours et le fait de perdre l'interaction personnelle avec l'enseignant fait les messages n'ont pas de hiérarchie affective. Même si l'enseignant a essayé de faire une blague ou quoi que ce soit, finalement, c'est la pile de messages à la fin de la journée est très importante. Et il est facile que l'étudiant soit noyé sous tous ces messages et il n'a pas les armes pour hiérarchiser l'information. Et c'est là où il est important de garder un lien avec lui, de ne pas se limiter à dire « j'ai délivré mon message, on se revoit le jour de l'examen pour voir ce qu'il en reste de ce message ». Il faut donc l'aider à faire cette digestion des messages, surtout cette organisation, et même une chose qu'on ne faisait pas auparavant, l'articulation des différentes matières entre elles. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement responsable d'enseigner nos cours de notre matière, l'appareil digestif dans mon cas par exemple,
Je dois me préoccuper qu'en même temps, ils sont en train de voir la cardiologie ou l'appareil respiratoire et qu'il faut que je me préoccupe que l'étudiant, quand il va se trouver tout seul après 8 heures où il y a eu du digestif, du respiratoire et du cœur, il puisse finalement faire la part des choses, comprendre où il y a des ressemblances, comprendre où il y a des différences. Et donc, l'aider à faire aussi cette synthèse extra-matière. Donc, il faut garder le lien, je pense, pour l'aider dans la mise en ordre de toute cette information sous laquelle il risque fort d'être noyé. Il faut toujours avoir du cœur, hein, de toute façon, hein. Un professeur. Absolument, sinon on ne serait pas enseignant. Caroline, alors on va encore conceptualiser un peu plus, hein. Vous avez écrit, alors j'ai eu la chance de lire ce papier qui n'est pas encore publié, mais vous avez travaillé, hein, sur toute cette transformation justement, et vous parlez carrément de réflexion psychocognitive de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'il faut aussi changer de posture. Oui, c'est intéressant. Donc, c'est vrai qu'on parle de la crise, on a eu une première phase, et Louise l'expliquait tout à l'heure, où on a été dans une bascule soudaine. Donc là, on a eu peu de temps à la réflexion, en fait, finalement, autour de l'apprentissage. Ça a été une réflexion d'abord très outils, ressources numériques. Donc, comment est-ce qu'on va faire techniquement, hein, pour basculer vers les canaux digitaux notre enseignement. Donc, ça a été la première réflexion. Et puis, donc ça a été fait un peu rapidement. Et c'est-à-dire que sur la première phase, on n'a pas trop réfléchi. Et puis, on a vu voir émerger, surtout vers la fin de l'année dernière, scolaire, académique dernière, l'été et le début de l'année scolaire académique 2021, où là, on a commencé à entendre des termes qu'on n'entendait pas souvent, en fait, quand on parlait de pédagogie. En tout cas, moi, dans le supérieur, je n'avais pas souvent entendu parler de ces termes. Moi, je les ai étudiés, mais je n'en entendais pas souvent parler. Pour moi, ça a été le plus gros changement, au-delà évidemment de la bascule totale vers les canaux digitaux, ça a été cette émergence de nouvelles choses. On se préoccupe, hein, mais Héloïse l'a dit aussi, c'est-à-dire qu'on ne se préoccupe pas seulement des ressources. Maintenant, on se demande le parcours d'apprentissage, à quoi il ressemble ce parcours et quels impacts ça a en termes psychologiques, hein, et cognitifs chez les étudiants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire apprendre finalement, mais pas que dans une classe, qu'est-ce que ça veut dire apprendre dans le cerveau, comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe. Et donc ça, c'est des nouvelles conversations qu'on a. Et c'est très intéressant parce que c'est sûrement des conversations qu'on n'avait pas avant. En tout cas, on pourra revenir plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire pour… Bien sûr. En tout cas, je peux vous dire que ça fait parler. Regardez tout de suite, on a à peine commencé que comment dirais-je, nos spectateurs, je ne sais pas comment on peut dire, nos invités, ils participent. Arlène, est-ce que vous adhérez à tout ce qui a été dit par nos professionnels et nos intervenants? Oui, tout à fait. Vraiment sur la question notamment de apprendre à apprendre, je pense que ça fait partie d'une part donc d'un domaine dans lequel on a aussi des avancées ces dernières années, qui sont nourries par des dizaines d'années évidemment de recherche en sciences cognitives, mais on a quand même vraiment une image de plus en plus claire chaque année sur la manière dont on apprend d'un point de vue vraiment de neuropsychologie notamment, et donc ça nourrit pas mal de solutions, et par exemple à WooFlash, WooClap, on développe effectivement nos logiciels en partant sur des principes qui sont vraiment axés sur des principes de neuroéducation, et par ailleurs la question une autre chose qui résonne bien, c'est cette question des parcours d'apprentissage et de l'idée qu'on considérait beaucoup dans l'enseignement supérieur, en tout cas en France avant, surtout les cours comme le moment de l'apprentissage, et puis en dehors, c'était pas du tout, c'était dans le champ personnel en fait, c'était dans le champ des étudiants de leur côté tout seul, et aujourd'hui, l'enseignement supérieur se dit, en fait, on va essayer de se demander ce qui se passe dans les autres moments où les étudiants ne sont pas en cours, et c'est sur ça que des solutions d'apprentissage vont apporter un maillon en fait supplémentaire entre les cours et les examens. Alors, Christine Ballinger qui nous regarde, c'est dommage d'avoir attendu une crise comme le Covid pour prendre en compte la posture de l'apprenant et l'impliquer dans l'apprentissage. Eh bien, Christine, c'est ce dont on parle aujourd'hui, ça tombe bien. Alors, question aussi pour reboucler avec notre thème, l'autonomie. On voit bien que c'est un sujet puisque on est chacun face à son ordinateur, on est autonome, on est seul face à ce média. Et pour autant, est-ce que c'est la notion centrale du nouveau paradigme que nous connaissons? Parce que, vous l'avez dit Pablo, garder le lien, c'est quand même central. Héloïse, ça ne suffit pas, cette autonomie, c'est juste un concept.
Ouais, vous m'auriez posé la question en 2020, avant la crise, je vous aurais répondu oui sans hésitation, parce que en sciences de l'éducation, ce concept d'autonomie, il est central, il est au cœur des dispositifs. C'est vraiment donner les moyens à l'étudiant d'apprendre. Donc forcément, c'est au cœur de la réflexion. Mais aujourd'hui, et je dirais encore plus depuis la rentrée de septembre dernier, avec les reconfinements réguliers, les périodes d'alternance entre du distanciel, du présentiel, j'aurais tendance à penser que la notion ne suffit plus, la notion d'autonomie ne suffit plus, et j'opterais davantage pour la notion d'engagement, parce que cette notion, elle est clairement liée à des champs théoriques autour de la notion de flow, qui a été développé par Mihaly Csikszentmihalyi. Donc, je vous l'écrirai dans le chat pour ceux que ça intéresse. Et à l'origine, cet auteur s'est demandé, il s'est avéré très, très fasciné par les artistes, les sportifs qui peuvent se plonger totalement dans une activité au point d'oublier de manger, de boire, d'oublier la notion de temps. Et donc, ils ont travaillé, ces auteurs, sur cette notion de flow. Et elle est fondamentale par rapport à ce concept d'engagement, parce que c'est comment doser un défi, un challenge à atteindre, en mobilisant des compétences qui sont dont dispose l'apprenant. Et donc, quand on est dans le flow, on est dans cette situation d'équilibre. Et il me semble aujourd'hui que c'est une notion intéressante vers laquelle aller, parce que si on donne des conditions d'apprentissage aux étudiants qui les maintiennent dans cette plénitude, ce plaisir de l'apprentissage, ils retrouveront le plaisir d'apprendre. Or, aujourd'hui, l'autonomie, c'est mettre quand même l'étudiant seul face à une caméra, face à des outils. Et s'il n'y a pas ce petit moteur, cette plénitude, cet enrichissement personnel, le contrôle sur la manière dont il apprend, ça donne les résultats, les éléments qu'on a eus cet automne, avec des étudiants qui décrochent et une souffrance des étudiants dont la presse s'est fait le relais et qui a été largement soulignée. C'est une population en souffrance. Pablo, quand on a préparé, vous disiez il faut l'aider, mais en fait, ce que je vois en creux dans ce que dit Héloïse, c'est l'engagement de l'étudiant. Ce n'est pas une posture statique et voire passive, mais c'est vraiment un engagement qui est nécessaire. Oui, mais moi je pense que autonomie peut rester le maître mot, sauf qu'il faut le moduler. Je l'écrivais là sur le chat en parallèle. C'est une autonomie qui doit être guidée, et je pense que pour qu'elle devienne engagement, elle doit être appâtée. Guidée parce que sinon, l'autonomie sans être guidée, c'est de la noyade. Je pense que c'est ce que risque de subir un étudiant qui passe 8 heures par jour devant son écran à se voir succéder des cours les uns après des autres. Et donc là, il faut l'accompagner. Et c'est où des outils, par exemple comme Ouflage, dans le cas de notre faculté, se sont avérés très utiles. Et puis, elle doit être appâtée aussi, parce que l'étudiant a perdu l'interaction avec les autres étudiants, ils se voient plus, ils se disent pas où est-ce que tu en es, le cours de l'autre jour, est-ce que tu as aimé, t'as trouvé ça comment, ou là j'ai rien compris, etc. Donc il n'y a pas non plus ce facteur extérieur qui l'invite à se mettre au travail. C'est-à-dire que le seul facteur qui le met à se mettre au travail, c'est s'il a lui-même un haut sens des responsabilités de l'organisation, ce qui n'est pas donné à tout le monde, ou le stress de l'examen qui approche. Et donc, justement, il faut l'appâter. Et moi, en ce sens, j'ai développé, par exemple, de proposer des points bonus à la participation quand je mets justement des questions sur Ouflage, je leur lance des questionnaires, des défis, des énigmes à résoudre, à qui me trouve la réponse, des travaux collaboratifs. Ce scanner, à chacun qui trouve un élément anormal sur ce scanner, je donne un point bonus. J'ai aussi j'ai dépensé mes faibles crédits pédagogiques à acheter des clés USB ou des livres de sémiologie. Donc, j'ai donné des livres aux étudiants. Voilà, cette réponse mérite un livre cadeau, etc. Je pense, voilà, c'est peut-être, vous allez me dire, très simpliste, mais je pense qu'il faut stimuler l'engagement dont parlait Héloïse tout à l'heure, et non pas seulement par la peur de l'examen, mais par quelque chose de positif. Hormis, évidemment, la satisfaction de trouver la bonne réponse, il y a un petit cadeau à la clé, même si c'est symbolique. La note, ça a toujours beaucoup d'importance. Donc, je me réserve 25% de la note
donner à cette participation et cette activité collaborative sur Teams et sur les jeux ou Flash que je leur propose. Question que pour le journaliste que je suis, qui veut évidemment être poil à gratter, est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes, comment dirais-je, regardé par vos confrères comme un extraterrestre? Ou finalement c'est un mouvement Ah, pas du tout, je suis pas du tout seul, je suis dans un large groupe d'enseignants de la faculté de médecine qui sommes tout à fait ensemble dans la même mouvance et qui avons eu l'énorme chance d'avoir le pôle numérique de l'université qui voulait démarrer toutes ces expériences déjà 2 ans avant le Covid. Donc, nous, on était déjà sur Teams il y a 3 ans. C'était devenu un peu le réseau professionnel de notre faculté. Et c'est vrai que l'aide du pôle numérique a fait que petit à petit, les uns, on s'est attiré les autres. Et alors, je dirais que sur les 80 enseignants que nous sommes, il y en a un noyau dur d'une vingtaine qui petit à petit engage les autres. Et ça fait tache d'huile et c'est vrai qu'on est en train d'avancer en ce sens. Voilà, moi j'ai découvert WooClap parce que mon collègue me l'a montré. Moi je me suis beaucoup engagé ensuite dans WooFlash parce que j'ai trouvé que dans le cadre du confinement c'était vraiment utile et je l'ai montré à d'autres collègues qui ne le connaissaient pas. Et on a fait cette sorte de compagnonnage comme on le fait d'ailleurs pour l'apprentissage de la médecine. Écoutez, depuis le temps qu'on fait des webinaires chez Newstank et Campus Matin, je n'ai jamais vu autant de participation spontanée au bout de 20 minutes. On a des questions qui arrivent de partout et c'est quelque chose, ça veut dire qu'on est en plein dans la vérité du sujet d'actualité. Caroline, alors vous parlez aussi, alors c'est vrai que vous êtes une chercheuse à promouvoir un changement des conceptions vers de nouvelles approches de la pédagogie aussi. Hein. C'est ça que ça traduit tout ce qu'on a dit. Oui, c'est ça que ça implique et c'est vachement intéressant cette idée de prendre ce sujet par la notion d'engagement. Parce que qu'est-ce que ça veut dire l'engagement? C'est surtout une notion plutôt pratique à utiliser quand c'est difficile de parler de motivation. Clairement, les sciences de l'éducation, c'est surtout des sciences qui sont reposées sur les théories de la motivation, mais donc il y a 1001 théories de la motivation. C'est compliqué de s'y retrouver. Et l'avantage de parler d'engagement, c'est que c'est assez pratique et c'est assez applicable. C'est-à-dire les indicateurs d'engagement, ils sont assez faciles à aller chercher. Donc, il y en a plusieurs. Il y a comportementaux, cognitifs. Enfin, il y a plusieurs types d'engagement, mais on peut en fait donner des clés aux enseignants pour aller chercher les indicateurs d'engagement. Donc, il y a l'engagement psychologique, c'est-à-dire bon, on est là, on vient, même si on n'est pas obligé. Voilà, la présence, que ce soit virtuelle ou physique. Mais il y a aussi la persistance face à l'effort, la recherche d'aide. Voilà, il y a pas mal d'indicateurs comme ça qui sont assez faciles à communiquer. Et donc là, ce qu'on dit, c'est comment est-ce qu'on va aider nos collègues en fait à jouer sur cette notion d'engagement. Ben, ça passe par l'accompagnement et c'est ça que je voulais dire aussi, c'est-à-dire il y a une conduite du changement. Hein. Là, on passe à de nouvelles conceptions, on introduit des nouvelles notions, des nouveaux termes que le corps professoral. Alors moi, j'ai un contexte particulier, mais je pense que c'est le même pour Monsieur Ortega. C'est que voilà, moi, la plus grande partie du corps professoral sont des enseignants-chercheurs qui n'ont eu pas ou très peu de formation aux sciences de l'éducation. Et donc, si on veut les embarquer avec nous dans ce changement de conception, déjà, il faut que ce changement de conception il soit partagé par l'institution en elle-même, hein, c'est-à-dire toute la direction, le top management. Il faut que ce soit promu par tout le monde, qu'il y ait les ressources techniques, mais aussi les moyens d'accompagner les ressources humaines. Et nous, c'est ce qu'on fait. C'est vraiment quelque chose qui nous a semblé être la clé. Hein, c'est de parler de toutes ces notions d'engagement, de motivation, de changement de paradigme avec nos collègues, de mettre en place des ateliers d'accompagnement, plusieurs fois par semaine, des formations, valorisées aussi. Il faut que les formations elles soient valorisées d'une façon ou d'une autre pour les enseignants, parce qu'on ne peut pas parler de changement et changer tout seul. Arlène, merci beaucoup Caroline, hein, c'est très important. Arlène, je rebondis sur une question qui est posée, mais que je voulais vous poser. Donc, ce n'est pas Jackie qui la pose, mais c'est bien moi, mais je m'appuie sur sa question toutefois. Est-ce que vous faites face à une certaine résistance parfois, où finalement le mouvement est beaucoup plus naturel j'imagine chez les étudiants, parce qu'ils sont obligés, ils sont devant l'ordi, mais en tout cas dans le corps professoral et la structure elle-même des établissements? Alors, déjà, un point d'attention sur les étudiants, hein, ce n'est pas un bloc homogène. Nous, on a des partenaires récemment, par exemple,
un partenaire universitaire qui a fait passer un questionnaire à l'ensemble des étudiants pour leur demander s'ils souhaitaient idéalement faire un retour à 100% en présentiel. Et en fait, la répartition était de 50-50. Donc, Ah oui. Voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est très varié. Et donc, il y a d'une part des vraies réalités extrêmement difficiles d'étudiants qui ont perdu leur job, sont seuls dans leur petite chambre, etc. et pour lesquels vraiment ça devient plus possible d'être en distanciel. Mais il y en a d'autres pour lesquels ça a ouvert d'autres opportunités. Donc, alors, la résistance au changement que Pablo nous disait que chez lui, c'est tout va bien, tout le monde, tous les profs le suivent et tout le monde est… Alors, du côté de la vous charrie, Pablo, pardonnez-moi, mais parce qu'il faut bien que j'anime cette table ronde, puisque vous voyez bien que ça fait parler, ça fait débattre. Allez-y. Non, mais du côté de la résistance au changement, une fois de plus, je vais faire une réponse. Le corps professoral n'est pas homogène. Oui. Ce qu'on voit, vous ne voulez pas avoir d'ennemis. Non, mais ce qu'on voit, pour vous donner quand même une réponse, c'est que là, le passage un peu en marche forcée aux outils numériques depuis 1 an a fait que de nombreux enseignants qui, pour certains, étaient un peu plus réfractaires, ont été en fait dans l'obligation de se saisir de ces outils. Et là-dessus, les équipes d'ingénierie pédagogique ont fait un travail énorme, vraiment énormissime. On passait des centaines d'heures à faire de la formation dans les établissements partout en France. Et aujourd'hui, le résultat, c'est qu'on a vraiment une massification des compétences numériques de base chez les enseignants qui n'existaient pas forcément toujours avant. Et donc, ça veut aussi dire une capacité à considérer les outils numériques comme quelque chose d'enrichissant et pas du tout d'aliénant pour les enseignants. Et donc, je pense que c'est aussi la compréhension de cette posture-là et du fait que les outils numériques ne viennent pas du tout les remplacer ou tuer leur travail qui est aussi un déclic et qui fait aussi qu'aujourd'hui, on a quand même vraiment beaucoup plus d'engouement et d'intérêt. Et nous, on a déployé depuis 1 an, ça fait 5 ans qu'on déploie le Book Lab dans des établissements, mais on a énormément mené de tests de l'outil dans des nouveaux établissements cette année, et on a vraiment des enseignants qui suivent dès les premiers mois, dès les premières formations. On se retrouve avec 50 enseignants qui sont là, alors qu'on a des outils qui ne sont pas encore toujours forcément pérennisés au début. Donc, il y a un vrai mouvement. Alors, une question aussi pour reboucler avec tout ce qui est dit après 30 minutes après notre début. Est-ce que c'est facile, au fond, de rendre autonome l'étudiant? Est-ce que c'est, comment vous le voyez, Héloïse, Caroline et Pablo? Est-ce que comme une contrainte ou une opportunité aujourd'hui, voilà. Héloïse? Moi, Caroline, allez-y, Caroline. Si je me permets de prendre la parole, déjà, rendre l'étudiant autonome, c'est un peu antinomique. Donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'autonomie, on parle de quelque chose qui vient, c'est des ressources internes, ok. Par contre, on peut proposer des environnements capacitants, des environnements qui laissent la place à l'étudiant d'être autonome. Et je pense que souvent, il y a un malentendu aussi entre ce que les enseignants pensent être l'autonomie et ce que perçoivent les étudiants. Est-ce que j'ai pu être autonome? Est-ce qu'on m'a donné cette place à l'autonomie? Et c'est justement cette balance qui est intéressante à faire, c'est-à-dire quels sont les outils pour l'enseignant à mettre en place pragmatiquement? Comment est-ce que je fais pour donner un environnement qui favorise l'autonomie? Voilà. Et les étudiants, comment est-ce que je comprends? Voilà, il y a aussi un accompagnement des étudiants, c'est que je suis attendue dans une posture d'autonomie. Donc voilà, je pense que c'est surtout ça qui est difficile, c'est connaître et arriver à faire cette balance entre ces deux choses. Et puis, donc, c'est pas facile. Pour répondre à la question, c'est pas facile. Et ça demande pas mal d'accompagnement et un changement de conception aussi sur qu'est-ce que ça veut dire être autonome. Et typiquement, si on pense qu'on peut rendre des gens autonomes, on se trompe déjà. Voilà. Il y a Jean-Loup qui nous dit l'autonomie à quoi? À apprendre à réaliser une gastronomie. Est-ce cela l'autonomie? Est-ce la même autonomie? Bon, allez, Héloïse, même question pour vous. Compliqué ou comment vous voyez les choses? En fait, c'est surtout, pour compléter ce que Caroline vient de dire, c'est donner du sens à l'apprentissage, en fait. L'étudiant, il est autonome. Si on lui donne des consignes, un guidage clair, il est parfaitement capable de faire ce qu'on attend de lui. Mais la motivation et l'engagement seront d'autant plus alimentés que ce qu'on lui demande de faire fait sens.
Donc, il faut un alignement entre l'objectif de ce que je vais apprendre, les activités qu'on va me proposer pour y arriver et l'évaluation qui va m'être proposée. Et l'évaluation, elle n'est pas à la fin d'un cursus tout au bout de la chaîne, elle est tout au long de l'apprentissage pour permettre à l'étudiant de s'auto-positionner, lui donner les moyens de vérifier où est-ce qu'il en est dans son apprentissage, où est-ce qu'il doit peut-être renforcer l'effort, compléter, se rapprocher de ses camarades pour apprendre d'eux, partager des ressources. Enfin, c'est du coup, cette autonomie, c'est leur donner les moyens aussi de s'organiser autrement. Pablo Ortega, ce qui est intéressant, c'est quand on préparait l'émission, vous me disiez, mais c'est aussi faire face à cette quantité d'informations, parce qu'on a l'impression d'avoir un 30 tonnes d'informations qui nous arrivent, et comment justement s'organiser. L'autonomie, oui, mais c'est pas si facile. C'est là où je voulais en venir. Eh bien oui, parce que l'information, auparavant, quand on était en cours, chaque information pouvait avoir éventuellement une petite couleur, du fait que c'était par un tel enseignant que je voyais devant moi, du fait que ce jour-là, j'étais assis à côté d'un tel, que c'était dans tel amphi et pas dans tel autre. Donc, dans la façon dont l'information s'enregistre dans notre cerveau, il y avait une petite composante affective, et on sait à quel point le côté de l'affectivité joue sur ça. Quand on est 8 heures par jour devant son écran et que les enseignants se succèdent à nous raconter chacun leur histoire à leur façon, ce côté affectif se perd complètement. Et donc, l'étudiant n'est pas en capacité de décider ce qui est important, ce qui est nucléaire dans le message qui lui est délivré et ce qui est accessoire. Et je pense que justement, l'importance de garder le lien, je reviens au début, est de dire à l'étudiant, je ne me limite pas à te donner aujourd'hui ce cours-là, mais dans les jours et semaines qui viennent, je vais te donner créer en toi le besoin de revenir dessus, voilà, avec un petit appât à l'attelé. Je vais te donner envie d'aller un petit peu plus loin dans ce cours, et quelques semaines plus tard, je vais vérifier que les messages clés, tu les as identifiés. Moi, par exemple, pour lancer les défis, je le fais sur Teams, qu'on utilise beaucoup dans notre établissement. Et puis, quelques semaines plus tard, je leur mets des batteries de questions sur WooFlash, justement pour vérifier qu'ils ont acquis les bases. Je m'abstiens totalement de vérifier si les messages plus complexes sont acquis. Cela, on verra au moment de l'examen, je suis d'accord. Mais moi, enseignant, en médecine, c'est en tous les cas la mentalité qu'on a, il y a quand même un certain nombre d'informations basiques que je ne peux pas accepter qu'ils ne soient pas acquises. Et celles-ci, je ne vais pas attendre le moment de l'examen pour le vérifier. Et c'est là où ces outils, en effet, se sont avérés, pour moi, très, très utiles. Attention, le pire ennemi de l'apprentissage, c'est un professeur trop bavard. Alors, je ne sais pas qui est John Holt, je ne sais pas si vous connaissez, qui a redit ça. Je ne sais pas qui Anna envoie ce message, mais voilà, je l'ai dit. Arlène. Je pense que ça ne s'adresse pas à moi, évidemment. Arlène, vous avez entendu tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Est-ce que les enseignants comment dirais, jouent le jeu, et notamment jouent le jeu parce qu'ils ne sont pas au cœur de la machine. On parlait de peer-to-peer, de pair à pair, et d'associer tout le monde, cette communauté. C'est ça qui est en train de se créer, c'est une communauté autour de l'apprentissage. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est vraiment un travail d'équipe. Comme le disait Caroline aussi tout à l'heure, c'est vraiment une nécessité d'avoir des stratégies qui soient globales. Ensuite, des équipes qui sont sur la partie compétences d'ingénierie pédagogique, qui appuient les enseignants. Et c'est aussi des enseignants qui travaillent entre eux pour faire le lien entre les différents sujets et les différentes matières. Et là-dessus, je rejoins ce que Pablo Ortega disait tout à l'heure. C'est aussi donner du sens à des informations les unes par rapport aux autres. Sur le travail collaboratif, je pense qu'il y a aussi plus généralement, en prenant un peu de recul, d'autres choses qui rentrent dans ce paysage-là des questions sur l'autonomie des étudiants actuellement. Il y a toutes les questions d'approche par compétences qui aussi reforment potentiellement un horizon dans quelques années, certaines maquettes pédagogiques. Donc l'autonomie, c'est aussi dans les choix d'orientation, dans la manière dont les différents sujets vont être choisis par les étudiants. Et là-dessus, je parlais tout à l'heure de la diversité des étudiants qu'on a. Le
le travail d'équipe, il est aussi pour réfléchir en fait en termes de compétences à de quoi on veut en termes de compétences et de connaissances équiper nos étudiants à la fin des parcours. Et c'est aussi pour ça que le sujet des parcours plus personnalisés, de l'adaptive learning, de l'intelligence artificielle, sont probablement des choses qui sont aujourd'hui beaucoup plus présentes dans le discours de la formation continue, mais qui vont probablement émerger aussi dans la formation initiale et notamment dans l'enseignement supérieur. Oui, l'adaptive learning, la personnalisation, je vais animer un webinaire la semaine prochaine où il en sera question, puisque beaucoup de professionnels insistent sur l'individualisation des parcours, et c'est vrai que tous les outils, comme on vient de l'évoquer, conduisent à cela. Et également, pour autant, je reviens à notre débat, puisque je ne déflore pas celui de la semaine prochaine, mais l'enseignant, Héloïse, vous serez d'accord avec moi, l'enseignant demeure plus que jamais au cœur de la machine. On parle outils, on parle tuyauterie, on parle étudiant, mais est-ce que l'alpha et l'oméga, le point de départ, c'est pas l'enseignant? Si, complètement, le terme machine est très juste, parce qu'une machine sans humain, ça ne fait rien, c'est pas magique. Donc, on peut utiliser toute une batterie d'outils, aussi sophistiqués soient-ils, s'il n'y a pas des humains derrière pour concevoir, animer, donner du sens justement à l'usage de cet outil, il ne se passera rien, ni du côté de l'enseignant, ni du côté de l'étudiant. Donc moi, j'aurais plutôt envie de dire que l'enseignant est plus que jamais au cœur de la machine, que son rôle est fondamental, mais peut-être qu'il est en train d'évoluer. C'est-à-dire que c'est moins un sachant qui va divulguer du savoir, mais c'est plus, on va attendre aujourd'hui de l'enseignant qu'il soit capable de monitorer son enseignement, c'est-à-dire interpréter des données, parce qu'il utilise des outils numériques qui vont lui donner accès à un certain nombre de données, donc des données d'apprentissage sur combien de temps les étudiants passent sur les ressources, combien de temps ils reviennent, est-ce qu'ils passent des QCM pour s'auto-évaluer. Voilà, donc ça va lui donner des informations pour monitorer son cours. Il va aussi avoir un rôle d'animateur, parce qu'effectivement, il va faire des travaux de groupe, il va animer des forums, donc il va falloir qu'il produise du feedback, qu'il réponde aux questions des étudiants quand ils se sentent bloqués sur une notion, ils n'arrivent pas à avancer. Il va être également là pour concevoir des dispositifs. Donc, moi, j'aimerais juste parler d'un dispositif qu'on a mis en œuvre à Dauphine sur le pair à pair, où effectivement, des étudiants, pendant 10 semaines, suivent un parcours complètement hybride à distance, et puis ils doivent produire des livrables et évaluer les travaux les uns des autres. Dans ce cas-là, l'enseignant, il change complètement de rôle. Il n'est plus là pour évaluer les études de cas rendues par les étudiants, il est là pour évaluer les évaluations que les étudiants se font les uns des autres. Donc, il produit des grilles critériées, et si les étudiants mettent un 5 à une notion ou à une partie du travail, il faut que l'étudiant justifie pourquoi il a mis cette note. Et s'il est capable d'expliquer pourquoi il a mis 5, ça veut dire qu'il a lui-même compris le cours. Et donc, ces évaluations, ces modalités d'évaluation, ça montre bien que le rôle de l'enseignant est en train d'évoluer vers du suivi, de l'accompagnement, du coaching, et ce sont des compétences nouvelles. Justement, Héloïse, comment, moi c'est une question aussi qui m'intéresse fortement, parce qu'on parle de plan de charge, vous savez, chez les enseignants, les horaires, mais moi quand je suis étudiant, j'écris mon mail, Pablo, vous recevez des mails à minuit, Caroline aussi, j'imagine, vos étudiants, ils apprennent quand ils veulent, ils répondent, et puis qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent la même interactivité que dans la vie. Quand on écrit un copain sur Insta, on se répond quasiment instantanément. Comment ça modifie la relation au prof, tout ça? Ouais, vous soulignez un point crucial, Gilbert, parce que il faut des règles. On est bien d'accord. Dans ces dispositifs, c'est extrêmement important de fixer un cadre avec annoncer ces règles du jeu, c'est-à-dire des moments où l'enseignant sera disponible pour ces moments d'animation, ces moments où l'enseignant est là pour produire du feedback, répondre aux questions, de façon à ce que ça ne devienne pas totalement envahissant et que effectivement l'enseignant se retrouve à répondre à des mails à minuit, à 3 heures du matin. Donc, il faut des règles. Et effectivement, quand elles sont annoncées avec les objectifs d'enseignement, normalement, les étudiants s'y plient et se prêtent complètement au jeu parce qu'ils comprennent bien la difficulté dans laquelle ça peut mettre l'enseignant. Alors, Caroline et Pablo, même question pour vous. L'enseignant est au cœur de la machine et on voit bien que son rôle évolue. Caroline. Moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Héloïse parce que je pense que c'est un point qui est très important, le dernier point qui a été évoqué, puis après, peut-être autre chose.
cette idée qu'il faut clarifier les règles, en fait, je pense, à distance encore plus qu'avant, ou dans des modèles un petit peu comme ça, hybrides, où les lieux et les temps sont moins bien définis pour tous. C'est très important, plus qu'avant, je pense, de prendre le temps de clarifier les attendus des deux côtés. Et puis, je pense qu'on peut aussi profiter de ce temps-là pour avoir une discussion avec ces apprenants, quels sont leurs attendus, hein, mais en tout cas, être très clair sur les nôtres et notamment fixer un cadre qui soit de temps et d'espace, hein, que ces espaces soient virtuels, que ces temps soient flexibles ou non. En tout cas, il faut être très clair là-dessus et très le début, quitte à être un peu lourd et le redire et faire passer des slides. Et il n'y a pas de souci, mais je pense que ça, c'est nouveau. Hein, pour nous, d'habitude, il y avait le CM, enfin le cours magistral en présentiel, on donnait le cadre, et puis voilà, les temps se limitaient à ces temps-là. Et maintenant, ça, c'est un vrai changement qu'il faut prendre en considération. Et en tout cas, c'est un conseil pratique pour tous les nouveaux facilitateurs ou intervenants. Et puis après, bon voilà, sans enfoncer des portes ouvertes, c'est vrai que la place de l'enseignant a clairement changé dans ces modèles hybrides où, voilà, je ne vais que répéter ce qu'a dit Héloïse, mais on passe de l'enseignant, de l'effet formateur, c'est-à-dire qu'on basait beaucoup de choses sur le charisme, hein, des enseignants. Le meilleur prof, c'était l'enseignant qui était charismatique et qui laissait une forte impression dès le premier cours. Maintenant, on passe à plutôt des enseignants qui sont des facilitateurs, des coachs et qui doivent être des chefs de projet, hein, et des chefs de projet. On est dans la conduite de la logique. C'est vrai, je pense que c'est parce que il y a de plus en plus de ressources, de plus en plus d'outils, de plus en plus de parties prenantes. Et donc, il faut quelqu'un qui soit capable de coordonner tout ça. Et en fait, finalement, plus qu'un expert, parce que maintenant, les informations, elles sont faciles, hein, elles sont faciles à obtenir partout. On est presque tout le monde, plus personne n'est un vrai expert, hein, c'est Google l'expert. Et donc, plus être le guide de cet expert. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Ma matière, le savoir qui est important dans cette discipline, c'est plutôt le rôle de rediriger, de guider, hein, vers qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de notre échange. Pablo, et même question pour vous. J'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Alors, j'oserais dire, sans vous falloir faire une réponse moralisante, que la clé pour moi est la passion. C'est une question d'amour du métier. Alors, la particularité peut-être des enseignants de médecine, c'est que nous, on n'est pas tenus d'un certain nombre d'heures d'enseignement. En gros, nous sommes tous enseignants, médecins dans nos activités. Donc déjà, on a l'habitude de ne pas trop regarder la montre. Mes journées ne se finissent jamais avant 22 heures. Je ne revendique pas que ce soit un bon modèle. Et donc, au milieu de ça, se succède notre activité de soins, notre activité d'enseignement, etc. J'ai toujours commencé mes cours en donnant mon mail aux étudiants. Alors maintenant qu'on fonctionne sur Teams et autres, évidemment, les réponses, les questions arrivent. Si je suis devant mon ordinateur, je veux bien les répondre au fil de l'eau. Si je ne suis pas devant mon ordinateur, je les répondrai à un autre moment quand je serai devant mon ordinateur. Là, je ne vois pas, pour ma part, de difficulté à ce qu'on me pose des questions. Et qu'on me pose aujourd'hui des questions sur un cours qui a eu lieu en novembre parce que l'étudiant doit préparer une deuxième session, ça ne me pose toujours pas de questions non plus. Donc, personnellement, sur ce point, et je pense pouvoir répondre ainsi pour l'immense majorité des collègues du monde médical, on est toujours prêt à ça. Et si un étudiant ou un groupe d'étudiants arrive en disant « on aurait besoin de refaire un petit topo sur ça », je peux parler pour mes collègues, en tous les cas, on sera toujours d'accord pour faire un petit topo sur ça. Donc, sur la demande des étudiants, alors peut-être aussi, il se trouve qu'on a un public différent. Et c'est en ce sens que certainement, on a déjà, je le disais sur la conversation en ligne tout à l'heure, on a déjà des étudiants qui ont quand même un certain degré d'autonomie, puisque quand ils arrivent dans les études de santé, ça reste quand même, on va dire, la crème de la crème. Mais malgré cela, en effet, ils ont des demandes et je pense que si on est en train de mesurer le temps, heureusement, c'est pas notre réalité de mesurer notre temps. Eh bien, on répond à tous les besoins qu'on reçoit. Dites-moi, Arlène, merci Pablo. Arlène, est-ce que au fond, c'est là où le recours à l'intelligence artificielle, aux bots et aux assistants numériques est clé pour les enseignants qui non seulement on voit que leur posture change, les outils à leur disposition changent, mais leur amplitude horaire également évolue et justement, ils ont aussi besoin de s'appuyer sur ces nouveaux outils. Et vous parliez d'intelligence artificielle, c'est pour ça que je rebondis.
Non, effectivement, l'un des enjeux, c'est de pouvoir hiérarchiser le temps passé sur les différentes catégories de tâches qui font l'enseignement. Et sur ça, et je crois que Héloïse Capet a aussi un petit peu travaillé sur ces questions-là de bot, donc je pense qu'elle pourra bien apporter un complément à mon propos. C'est sur ça justement que ce type d'outil peut aider. Je rejoins bien ce que disait Caroline aussi sur la posture de l'enseignant, pardon. Un autre élément pour moi qui est très important, c'est celui de l'accompagnement à l'esprit critique et au raisonnement, qui est quelque chose sur lequel aujourd'hui les différents outils numériques et Google et les réseaux sociaux, comme on le sait, ne sont pas forcément les meilleurs accompagnants dans les temps d'autonomie et d'asynchrone des étudiants. Donc, c'est une autre chose à ajouter. Je pense que ce serait très intéressant d'écouter Héloïse, je pense, sur son expérience sur la question des bots notamment. Oui, tout à fait. Ah bah alors, je vous laisse faire Arlène l'animation et je m'en vais. Hein. Est-ce que vous me donnez la parole, Gilbert? Allez-y, Arlène. Allez-y, Héloïse. Alors, oui, en effet, à Dauphine, on a mené une expérimentation sur… on est allé assez loin sur la personnalisation de l'apprentissage, puisque dans le cadre d'un appel à projet de la région Île-de-France, on a remporté une subvention et donc on a pu tester avec l'équipe de la direction du numérique de Dauphine et de Miguel Membrado un moteur d'intelligence artificielle. Et donc là, on est allé assez loin dans l'expérience parce que ça permet du coup à l'étudiant, par le biais de QCM, il passe des QCM, il fait des erreurs. Et donc, le moteur d'intelligence artificielle fait la connexion entre une erreur, une lacune et la recommandation d'un contenu pour donner la possibilité, on reparle d'autonomie, à l'étudiant d'apprendre de manière autonome, à son rythme. Parce qu'il y en a certains qui vont préférer travailler le soir, d'autres qui sont des early birds et qui préfèrent travailler le matin. Donc là, il est complètement libre de s'organiser comme il le souhaite. Et donc là, l'outil numérique vient évidemment en appui pour accompagner l'apprentissage de l'étudiant, puisqu'il peut refaire le QCM autant de fois qu'il veut. Donc, ce sont des outils, et là, on n'en est qu'au début. Hein, c'est vraiment une expérimentation qu'on a testée au départ sur un groupe d'une vingtaine d'étudiants, et depuis septembre, on le teste à échelle sur une promotion de 600 étudiants. Et donc là, on voit qu'on est vraiment dans de la remédiation, de l'accompagnement de l'étudiant et que ça peut aller extrêmement, extrêmement loin parce que on n'a pas forcément conscience qu'on a des ratés ou des trous dans la raquette dans certaines matières. Bah là, l'étudiant va pouvoir de manière très autonome récupérer les acquis qu'il n'a pas et pouvoir, du coup, ne pas attendre l'examen final où il va voir qu'il n'a pas une bonne note pour finalement accumuler les lacunes d'année en année. Là, il va pouvoir apprendre à son rythme en temps réel et progresser grâce aux outils. Est-ce que vous savez, vous, d'outils d'intelligence artificielle, parce que si vous ne voulez pas arrêter de finir, vous aviez des questions. Vous ne m'entendez pas? Oui, non, assez mal. C'est bizarre, moi je m'entends bien. Là, c'est bon. C'est mieux. C'est bon, voilà, pardon. Mais alors, c'est cette bande passante, hein, c'est ça aussi hein, la difficulté quand on est en cours. Pablo Ortega, je vous posais la question, est-ce que pour éviter de travailler tous les jours jusqu'à 22 heures, est-ce qu'au fond, il faudra quand même ne pas se doter de ces outils d'intelligence artificielle, de réponse automatique? J'ai en tête un sondage, vous savez, on est dans une université allemande. Ils avaient fait un sondage pour savoir quel était le meilleur assistant pédagogique et c'était un bot. Parce que pour les questions basiques et tout ça, il répondait vite, tout simplement. Est-ce que vous en aurez besoin, vous, si vous voulez aller plus loin? Alors, j'en aurais besoin, j'oserais dire oui, ça peut-être, je veux bien le voir, je veux bien le tester. Après mon expérience de quelques années, aussi bien dans le monde de l'enseignement que dans le monde de la médecine, c'est qu'à chaque fois qu'on m'a proposé quelque chose qui devait me faire gagner du temps, et cela a commencé avec l'informatique il y a quelques années, ça s'est avéré que ça ne m'a pas beaucoup fait gagner du temps. Voilà. Donc, en effet, avec le pôle numérique, justement, il y avait un projet pilote d'intelligence artificielle qui détecterait sur différents outils les étudiants décrocheurs, les étudiants qui ne répondent pas aux questionnaires ou qui ont systématiquement une mauvaise note,
ben, en effet, ça va les détecter, mais ça veut dire que ça va me donner plus de travail parce qu'il va falloir que je pense à quelque chose à proposer à ces étudiants qui sont en train de décrocher pour éviter qu'ils décrochent. À commencer par les recevoir dans mon bureau et leur demander qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu as un problème de famille et tout ça? Parce que ça, l'intelligence artificielle ne va pas me donner la réponse. Donc, je veux bien que l'intelligence artificielle peut être un outil, mais un, elle ne remplacera jamais l'humain. Et deux, quant au gain de temps, je veux bien essayer encore une fois. Mais vous êtes curieux, de toute façon. On avance dans le temps. J'aimerais avancer sur des questions qui me tiennent. Caroline, quand je lisais votre papier passionnant, hein, quand est-ce qu'il sera publié d'ailleurs? On ne sait pas pour l'instant. On attend des réponses. On attend des réponses des relecteurs. Nous sommes convaincus que l'apprenant ne peut pas se saisir de son propre destin d'apprentissage si on ne lui laisse pas l'opportunité de s'en saisir. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est qu'a priori… Ouais, et du coup là, on parle de l'expérience apprenante, hein, quand je dis ça. Donc là, je reprends quand même des théories, ou alors des convictions qui sont portées par l'équipe de Philippe Carré, qui a développé la notion d'apprenance. En fait, c'est l'idée juste que… Et c'est aussi créer de l'intérêt, créer un but. En fait, tout ça, c'est rebouclé. Et l'idée, c'est de se dire qu'on ne peut pas avoir envie, pour mettre des mots simples, on ne peut pas avoir envie de faire quelque chose si quelque part, on n'a pas été décideur aussi que c'était important pour nous. Hein, qu'est-ce que ça… Et donc, ça veut dire… Et c'est cette histoire d'intérêt et de but, créer un alignement entre ce qu'on propose aux étudiants en termes de contenu d'apprentissage et ce qu'ils va leur porter de l'intérêt, même au long terme, dans leur carrière plus tard. Pourquoi, en fait, on leur propose ça? Pourquoi on leur propose ça? Et il faut, en fait, quelque part, qu'on ait leur adhésion, hein, que ce soit un projet commun de construire ces objectifs d'apprentissage. Je vais donner un exemple. Alors, moi, au-delà d'être ingénieur pédagogique, au début, j'étais chargée de TD en anglais. Hein. Alors, expliquer aux étudiants de première année qu'il faut absolument qu'ils connaissent des termes assez complexes de commerce, de global trade, ce genre de choses, pas juste en apprenant une liste de vocabulaire par cœur. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut les engager là-dedans? Ça veut dire qu'on va avoir une discussion ensemble de pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt pour eux et pour elles de connaître ces termes. Voilà. Et c'est ça que finalement on dit par là, c'est c'est l'apprenant qui est au cœur de notre passion, de notre quelque part, c'est que grâce à notre enseignement, il ou elle trouve du travail plus tard. Enfin, voilà, c'est des petites choses comme ça. Et en fait, qu'on soit ensemble dans ce projet, on construit ensemble ce projet, une fois qu'on a leur adhésion au projet, qu'ils ont été acteurs de ce projet-là, on a plus de chances justement de les engager au long terme. Voilà. Arlène, tout ce qu'on dit, évidemment, ça veut dire qu'on ne peut pas arriver avec son outil et le plugger sans un travail amont conséquent. C'est-à-dire qu'il faut, comme le disait Caroline, expliquer, comprendre les enjeux, comprendre la philosophie de tout ce qu'on va faire, avant même de parler outils. Oui, tout à fait. Et après, en parallèle, il faut des outils qui aident justement là-dessus. Par exemple, si on prend l'exemple de WooFlash, deux choses qui sont vraiment pensées pour faciliter le travail de l'enseignant et de l'équipe pédagogique sur ces questions-là, et qui d'ailleurs font un peu écho à ce que Pablo disait tout à l'heure sur le temps et la non-élasticité des journées. Typiquement, on a une fonctionnalité qui s'appelle la fonctionnalité commentaire et qui va permettre pour un étudiant d'aller poser une question ou faire une remarque sur une notion très spécifique du cours à un endroit précis. Et donc, l'enseignant, lorsqu'il se connecte, va pouvoir accéder à ce commentaire-là, à cette question-là et y répondre, lui aussi en asynchrone, ce qui permet de ne pas recevoir plein de mails et ce qui permet aussi à l'équipe pédagogique de remarquer qu'on a reçu de manière globale énormément de questions sur des concepts qui sont similaires ou qui sont liés. Et donc là, on va pouvoir réagir. Une autre chose, ça va être accompagné dans la manière même dont les outils sont designés. Par exemple, nous, là, sur la question d'intelligence artificielle, l'une des pistes possibles, c'est effectivement aider à la création de contenu, faire que justement un enseignant, il passe moins de temps à saisir une par une ces questions pour créer des parcours de révision, par exemple. Si des cours plus
dans des formats transmissifs plus classiques existent déjà et sont déjà formalisés en PowerPoint, en page de PDF, etc. C'est effectivement des champs vers lesquels les développements des outils vont. On est à presque une petite heure de débat. J'aimerais vous poser une question avant de passer aux questions. Il y a beaucoup de questions. Le distanciel. Donc, la crise nous a imposé ce distanciel et Caroline écrivait en 72 heures dans certaines écoles. Une semaine, on va dire, il a fallu tout basculer et tout y investir massivement. J'animais un webinaire il y a quelques temps où on parlait de quelques millions d'investissements dans beaucoup d'institutions, puisqu'il a fallu remettre des tuyaux, remettre des écrans, remettre des ressources disponibles et équiper certains de nouveaux dispositifs. Bref, le distanciel, il va demeurer la norme, mais dans quelle mesure et à quel niveau, Héloïse ? Oui, c'est sûr qu'on ne reviendra pas à un mode d'enseignement tel qu'on l'a connu avant la crise du Covid. Pour moi, le distanciel, surtout l'enjeu fondamental du distanciel, ça va tourner autour de la qualité des interactions sociales, en fait. Encore une fois, l'outil, c'est pas magique et il fera pas les choses tout seul. Donc, l'outil, il est là pour apporter un support. Et pour permettre de réaliser une activité qui n'aurait pas été possible sans l'existence de cet outil. Et donc, cet outil, il doit permettre de faire des apprentissages, notamment de manière la plus collective possible, parce que la qualité des interactions sociales en dépend. Et donc, pour le coup, le distanciel va vraiment être un équilibre entre donner les moyens à l'étudiant d'apprendre seul en autonomie, d'apprendre avec les autres au sein d'interactions sociales et de dispositifs numérisés qui permettent et qui favorisent ces interactions. J'aurais aussi envie de rebondir par rapport à l'inquiétude des enseignants sur la surcharge de travail. C'est vrai que ces dispositifs ont un coût d'entrée au départ qui est important parce que l'enseignant doit repenser son cours, doit produire des ressources, doit les intégrer dans les outils. Mais une fois que ce travail-là, il est fait, ces outils-là sont pensés de façon à pouvoir être répliqués à l'envi. Donc, et j'ai envie de dire, après, c'est les étudiants qui font le boulot. C'est-à-dire que souvent, c'est aussi les étudiants qui proposent des ressources, qui viennent alimenter. C'est aussi les étudiants qui s'évaluent entre eux, qui se font du feedback entre eux. Et donc, c'est pour ça que je commençais en disant le distanciel, oui, mais avec un enrichissement, je pense, de la qualité des interactions qui vont se produire grâce aux outils. Oui, mais c'est vrai qu'on a vu des groupes WhatsApp se créer, des choses qui se créent entre étudiants pour s'aider, s'accompagner, se soutenir, échanger, dialoguer, faire du collaboratif et être en mode projet. C'est vrai que ça fait de la créativité, c'est ça qui est intéressant. Même question pour vous, Caroline. Le distanciel va demeurer, mais de quelle manière? Parce qu'on a envie d'aller sur le campus de La Rochelle. Moi, je le connais, ce campus de l'école. Venez, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Alors, moi, j'ai peut-être nuancé un tout petit peu, c'est-à-dire, en effet, tant que les restrictions de distanciation physique nous l'obligeront, on restera dans un modèle hybride avec une part à peu près 50-50 de présentiel distanciel. Mais l'idée dans nos campus, en tout cas, parce qu'on est sur 3 campus, Tours, Orléans et La Rochelle, c'est de revenir, surtout sur les écoles qu'on appelle spécialisées, c'est-à-dire plus professionnalisantes rapidement, de revenir sur du présentiel à 80-20, ce qui n'est pas loin de ce qui existait avant la crise, en fait, déjà. Mais la question qu'on se pose, nous, surtout, c'est qu'est-ce qui est pertinent de garder en présentiel et qu'est-ce qui est pertinent de garder, de mettre en distanciel. Et ça, je pense que c'est une question que tout le monde se pose. Il y a une question, vous avez vu la question qui vient d'arriver. Est-ce que l'enseignement à distance va permettre de se poser la question sur les plus-values du présentiel? Ben oui, en fait, tout à fait. Et je pense, en fait, ça va être bénéfique d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire, en fait, on va re-questionner ce qu'on faisait en présentiel et pourquoi, en fait, s'il y a moins de place au présentiel, il va falloir qu'on ait bien choisi qu'est-ce qui va être en présentiel. Et donc, je pense que ça va valoriser, en fait, le présentiel aussi. Je pense que vraiment, ça va remettre toutes les choses à leur place. Pour moi, c'est un cercle vertueux et les réflexions qu'on a maintenant, elles vont être bénéfiques pour les deux modalités, que ce soit présentiel ou à distance. Le professeur Ortega confirme. Moi, je suis d'accord avec ce que disait Caroline.
Mais en effet, c'est pas totalement d'accord avec ce que disait Héloïse tout à l'heure. Je pense que le distanciel est une option qui va se rajouter, mais je ne peux pas dire que ça va devenir le mode par défaut, parce que je pense qu'il y aura, en fonction du message et du type de cours qu'on veut faire, on choisira. Moi, par exemple, la semaine prochaine, j'ai dit aux étudiants, les 3 séances qu'on a le soir, lundi, mardi et mercredi seront en présentiel, obligatoire pour tout le monde. Parce que c'est inenvisageable de faire un débat à plusieurs, après écouter vos présentations, si on n'est pas tous ensemble dans le même amphi. Alors qu'il y a d'autres choses où, en effet, des cours qui étaient auparavant des cours magistraux, tu te dis, il n'y a pas de valeur ajoutée à être en présentiel. Ça peut très bien se transformer en une capsule vidéo de 15 minutes ou en 2 de 20 minutes et les messages sont là et ils peuvent les voir quand ils veulent. Donc, je pense que ça devient un outil supplémentaire. En plus, ce débat, sans vouloir. Alors, il y a quelqu'un qui est navré de ne pas être d'accord avec vous, Héloïse, hein, mais ne soyez pas navrés, c'est pour ça qu'on débat. Arlène, les outils du distanciel, en fait, ils servent aussi l'enjeu de tout ce qu'on dit. Oui, tout à fait. Vraiment, notre constat, donc effectivement, c'est justement de ne pas forcément rentrer dans un débat du présentiel contre le distanciel. L'observation générale, elle est surtout de se rendre compte que les formats d'apprentissage vont vraisemblablement être de plus en plus flexibles, avec des formats commodo qui se développent aussi, et donc la capacité aussi de pouvoir peut-être, en tout cas dans certaines filières, de plus en plus à la carte, en fait, être en présentiel ou en distanciel selon les moments, et aussi pour réenchanter ces moments du présentiel, tous les débats et tous les retours aux questions notamment de pédagogie active, je pense, vont aussi beaucoup enrichir, en plus juste de la joie de se retrouver et du lien humain, comme disait Pablo Ortega tout à l'heure. Effectivement, hein, c'est la partie humaine des enseignements dont on se rappelle beaucoup. Pour moi, un autre enjeu, donc, c'est effectivement avoir des outils qui puissent être pertinents aussi bien pour le présentiel que le distanciel. Et par exemple, à Boucle à Pouflage, c'est vraiment l'une de nos réflexions et l'une des manières dont on va développer nos outils. C'est aussi que la crise a vraiment montré et mise en avant les différents temps d'apprentissage. Et c'est vraiment le distanciel, présentiel, avoir des dispositifs qui pensent tous les temps de l'apprentissage, quand on est en cours, quand on n'est pas en cours, quand on est entre étudiants, quand on est avec les profs. Et c'est vraiment avoir des outils qui puissent avoir une continuité et vraiment réfléchir à la continuité pédagogique de manière plus globale. Et en tout cas, nous, c'est ce qu'on observe chez nos partenaires, en plus d'être aussi notre vision et la manière dont on va faire évoluer nos produits, nos outils. Ouais, moi j'adore ce débat. Franchement, on a appris plein de choses. En tout cas, ça fait beaucoup réfléchir. J'ai envie de répondre à toutes les questions. Juste pendant que je regarde, est-ce que vous pouvez, Héloïse, Caroline, Pablo, me donner vos mots-clés de ce qu'aujourd'hui est le distanciel, l'autonomie. Enfin, qu'est-ce que c'est les mots-clés? Alors, moi, j'en ai pas, asynchrone, nomadisme. Selon vous, comme ça, on retiendra quelque chose de notre débat. Pablo. Moi, je dirais compagnonnage, ou accompagnement, comme vous voulez le dire, passion. Et puis, nouveauté pondérée. C'est pas parce que c'est nouveau que c'est automatiquement mieux, mais je pense qu'après réflexion et usage, on peut en tirer du bon. Oui. Caroline? Alors, moi, je dirais ressources. Bon, c'est un peu vague comme ça, mais cette idée qu'on repensait cette notion de ressources, c'est les ressources internes et externes, les ressources, voilà. Qu'est-ce qu'on entend par ressources et leur utilité, en fait. Ne pas introduire des ressources si elles ne sont pas utiles. Je pense que ça, c'est intéressant. Ensuite, j'avais envie de dire responsabilité personnelle aussi, parce quand on parle d'autonomie, quelque part, c'est quelque chose qu'on est en train de remettre la responsabilité de l'apprentissage sur l'apprenant et moins, en fait, sur les enseignants. Donc, à faire attention, c'est des points de vigilance, hein, plus qu'autre chose. Voilà. C'était ces deux mots-là, parce qu'on n'avait pas abordé, je pense que c'est intéressant de le dire. Héloïse, mais c'est trop tard. Voilà. Parce que là, il est... Alors, moi, ce sera hybridation et pédagogie active. Parce qu'effectivement, l'hybridation, on avait commencé un petit peu à la mettre en place avant la crise. Hein. C'était vraiment concevoir des dispositifs qui
qui permettent, par un guidage pensé et précis, à l'étudiant de suivre un parcours de la manière la plus autonome possible. Là, ça va être enrichi en plus par les outils que les enseignants ont découverts et se sont appropriés. Et donc, ça va vraiment permettre d'aller un cran plus haut dans les pédagogies actives. C'est vrai qu'on parlait de classe inversée. Beaucoup d'enseignants le faisaient sans le savoir, mais je pense que là encore, les outils vont permettre d'aller un cran plus loin dans la réflexion par rapport à la manière dont on donne les moyens aux étudiants de travailler à distance en dehors du cours synchrone. Et ça, je pense que c'est vraiment… Alors, Alexandra, Maurice nous pose la hybridation ou comodalité? Alors, la comodalité, c'est un peu la contrainte sanitaire qui nous a amené à penser ce dispositif. Ce sont des situations pédagogiques dans lesquelles on a une partie des étudiants qui sont en présentiel dans la salle avec l'enseignant et les autres qui suivent le cours à distance sur leur ordinateur. Oui, c'est ça. Ça veut dire équiper des salles de caméras qui captent le cours, de micros aussi pour que le son reste de qualité pour les étudiants qui suivent le cours depuis chez eux. Donc voilà, ce sont des dispositifs qui existaient déjà, par exemple, dans le cas de MBA en collaboration avec des universités à l'étranger, où l'enseignant pouvait être, par exemple, à Paris ou n'importe où en France, et avoir des étudiants qui suivent le cours aux États-Unis ou en Italie. Ça existait déjà, mais je pense que ça permettra de développer encore plus ce type de dispositif. On enchaîne pour les questions. Alors, Pablo Ortega, vous n'êtes pas complètement d'accord. Le cours magistral, moi, tout le monde me dit que ça a disparu, quoi. Personne n'en veut. Il y a même des campus qui se montent sans amphithéâtre. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que le cours magistral a encore une place si on l'assimile par exemple à la conférence. D'accord ? Dans le cadre d'un enseignement optionnel dont je m'occupe à la faculté, qui s'appelle Médecine, Spiritualité et Religion, j'ai invité un philosophe pour faire un cours sur la laïcité. Voilà. Et ce philosophe, pour moi, il y avait une vraie valeur ajoutée à ce qu'il fasse un cours magistral que j'assimile donc à une conférence. Et ça a du sens d'avoir une conférence au sein d'un enseignement pour ouvrir la tête. Donc, je ne peux pas lui demander de faire à la place de ça un cours en comodal ou non, il fait sa conférence. Après, on peut l'enregistrer en effet et la mettre à disposition. Ça, on est d'accord. Mais on enchaîne, Pablo, on a compris, et c'est vrai qu'une conférence avec une personnalité, c'est ce que vous dites aussi. Hein, donc, alors, le distanciel doit être privilégié pour les fondamentaux, hein, ce que dit Eugénie, et le présentiel pour la pratique, l'échange, la discussion. Héloïse. Oui, tout à fait. Oui, j'ai remis mon micro. J'étais en train de lire une remarque sur comment est-ce qu'on peut profiter du distanciel pour intégrer des personnes soit physiquement, localisées dans d'autres pays ou des personnes présentant des handicaps. Donc ça aussi, toutes ces potentialités-là qu'il convient d'envisager, d'explorer et de continuer à alimenter dans nos usages et nos réflexions. Oui. Caroline et Pablo. Non, je voulais ajouter concernant le magistral et tout ce qui est présentiel de façon générale, ça a aussi un côté important, c'est que ça montre l'engagement de l'étudiant. Moi, ça m'a beaucoup inquiété quand j'ai entendu qu'un des éléments qui faisait que les étudiants avaient, pour certains, plébiscité le distanciel, c'est qu'on pouvait se lever plus tard et suivre le cours dans son lit. Je suis désolé, pour moi, ça montre déjà une posture qui n'est pas la posture active de l'apprenant. Donc, le fait que pour certaines choses, il faille faire un effort, rien que commencer par se déplacer à la faculté ou au lieu convenu, c'est déjà pas mal. Donc, il ne faut quand même pas tout annuler. D'accord. Caroline. Oui, en fait, je pense que surtout, il n'y a pas vraiment de règles. Bon, il y a des modèles qui existent de potentiel de digitalisation. On peut trouver ça, en fait, un peu partout dans les bouquins d'ingénierie pédagogique. Voilà, qu'est-ce qui, selon la difficulté, s'il faut du débat, s'il y a du travail entre pairs, voilà, des modèles de potentiel de digitalisation. Donc ça, c'est assez trouvable. Je pourrais vous les envoyer par mail, si vous voulez. Mais il ne faut pas, je pense qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règle ultime.
Et comme on le dit, en fait, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, l'accessibilité, c'est sûr que le digital, ça a ouvert des portes à des personnes qui n'auraient peut-être pas pu venir en présentiel. Moi, c'est le cas. Moi, j'ai fait sur mon master toute une partie en distanciel parce que j'ai eu un enfant, je ne bossais pas à Paris. Enfin, bon, voilà. En présentiel, je n'aurais jamais pu le faire. Hein, mais j'étais déjà très engagée et motivée dans ma formation. Donc, c'était possible. Voilà. Donc, c'est voir qu'il y a des situations, en fait. Il y a des fois où c'est plus ou moins possible et des fois où voilà. Il faut prendre en compte beaucoup de choses et c'est aussi la nouveauté, c'est que maintenant, on est dans un monde où on a tous nos environnements, on a tous nos spécificités. Et si on veut inclure le plus de monde possible, il faut fermer la porte à rien. Arlène, un petit mot quand même, parce que on ne vous a pas entendu, je ne vous ai même pas demandé vos mots-clés à vous. Je suis désolée, Arlène. Alors, juste sur la question des cours magistraux, je pense que ça dépend aussi de ce qu'on met dans cours magistral. Dans cours magistral, on peut mettre de l'interaction à des moments clés pour aider la participation et comprendre ce que les étudiants justement ont compris avec des outils d'interaction, hein, où CLAP en fait partie. Moi, sur mes mots, je pense à 2 mots. Il y en a un, c'est celui de l'adaptation. Une fois de plus, j'insiste, les apprenants ne sont pas homogènes. Ils ont justement des situations qui sont très variées et ça rejoint vraiment ce que Caroline disait à l'instant sur des situations de vie, des situations socio-économiques, des situations aussi de handicap, des aisances ou pas sur certains modes d'apprentissage, donc avoir de la flexibilité là-dessus. Et l'autre mot, c'est le mot du lien, et aussi bien le lien humain que le lien, les connexions neuronales et les facilités avec des techniques qu'on connaît beaucoup mieux aujourd'hui, et aussi le lien au sein même des équipes pédagogiques. Donc ce serait vraiment ces différents points. Et d'ailleurs, sur la question de la neuroéducation, je pense que Flore a fait passer un petit questionnaire WooFlash qui vous permettra de vous familiariser avec ces notions et en plus de découvrir WooFlash dans les questions. Vous êtes parfaite, Arlène. Vous avez amené ça avec le sourire. Héloïse, alors je peux l'avouer, hein, je suis un ancien dauphinois, donc évidemment, j'étais très fier de vous écouter et d'avoir cette vision de demain. Caroline, comment vous dire? Eh bien, tout simplement, ça nous a enrichi et éclairé. Et Pablo Ortega, comment vous dire, un professeur de médecine qui nous explique comment, justement, il a adopté ces outils. Mais je dois vous dire, et je vous en ai parlé, hein, les universités numériques, il y a 10 ans, avaient déjà beaucoup investi sur le champ du numérique dans la formation. C'est pour vous dire qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais dans le domaine de la médecine, on a déjà beaucoup investi le champ du numérique et de la formation à distance et on voit bien les usages que pour les opérations, pour la formation des médecins et bien entendu tout. Voilà, Arlène, on remercie évidemment tout le monde et notre partenaire qui nous avait accompagnés sur ce webinaire. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont participé. C'est un succès ce webinaire, il y a eu beaucoup de monde, beaucoup d'interactions, on m'a même dit merci, c'est pour vous dire. Donc, à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée, très bonne fin de journée et à très bientôt pour celles et ceux pour un prochain. Merci beaucoup, merci et à très bientôt. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.